Je m'appelle Emeric et je suis en master de droit privé. Je suis heureux de vous présenter le premier épisode de mon podcast, en l'espèce, un podcast axé sur le droit et ouvert à tous. J'ai longtemps réfléchi au sujet de ce premier épisode. Je me disais qu'un premier épisode, c'est hyper important, etc., etc. Mais finalement, je n'avais pas besoin de me torturer l'esprit. Au moment où j'enregistre cet épisode et au moment où il sera posté, on est en pleine période de fête de fin d'année. D'ailleurs, si vous l'écoutez pendant cette période, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et je me suis dit que quoi de mieux finalement que de faire un premier épisode avec un lien avec la période. Ce premier épisode est en effet consacré à la notion de pratique commerciale trompeuse. Il faut que je vous explique le lien que j'ai fait avec la fête de fin d'année parce que je dois admettre que comme ça, ce n'est pas forcément évident. En période de fête, il faut dire qu'on dépense beaucoup, que ce soit pour les cadeaux, les transports, les locations, etc. La fin d'année est cruciale dans le monde économique. De nombreuses entreprises, notamment beaucoup de petites et moyennes entreprises françaises, réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires pendant cette période de fête de fin d'année. En cette période, on est très démarché, il y a beaucoup de publicité, il y a des offres plus ou moins intéressantes, il faut faire très attention. Malheureusement, même en faisant attention, il arrive de se faire avoir et d'être déçu. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'il pouvait être très intéressant de voir ce que sont les pratiques commerciales trompeuses. La pratique commerciale trompeuse est une notion qu'on retrouve en droit de la consommation. Le droit régule les pratiques commerciales et le Code de la consommation interdit 11 pratiques commerciales. Les pratiques commerciales trompeuses en font partie. Les pratiques commerciales, c'est globalement les pratiques des professionnels qui visent à promouvoir leurs produits, à les vendre. Ce peut être des démarches par action ou omission. Le champ est vraiment très très large. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette appellation de pratiques commerciales en général. Il faut savoir que les pratiques commerciales trompeuses ne sont qu'un type de pratiques commerciales déloyales. En effet, les pratiques commerciales déloyales, elles sont interdites par l'article L121-1 du Code de la consommation. Et dans ces pratiques déloyales, on distingue les pratiques commerciales agressives et les pratiques commerciales trompeuses, qu'on va davantage détailler au cours de cet épisode. Il faut savoir que les pratiques commerciales trompeuses ont connu une évolution. Initialement, le droit français prohibait les publicités mensongères par une loi du 2 juillet 1963. Puis, par une loi de 1973, la prohibition a été étendue aux publicités présentant un caractère trompeur. On parlait alors de délit de publicité trompeuse. Et je pense que cette appellation-là, de publicité trompeuse, c'est celle qui vous parle un peu plus. Généralement, on dit souvent publicité trompeuse, et même aujourd'hui, quand on parle un petit peu vite, on peut dire publicité trompeuse. Mais il ne faut pas oublier que l'élargissement a continué et depuis 2008, on ne parle plus de publicité trompeuse, mais de pratiques commerciales trompeuses. C'est encore plus large et du coup, au fil des années, le délit s'est vraiment élargi. Aujourd'hui, on est sur des pratiques commerciales trompeuses. On doit se demander d'abord à qui s'applique ce dispositif. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous pouvez profiter de cette prohibition ou pas ? Eh bien, ça sera très simple. Tout le monde peut bénéficier de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses réalisées par un professionnel. Que vous soyez un consommateur qui réalise un achat pour votre fille, par exemple, ou que vous soyez un professionnel qui profite d'une offre alléchante afin de remplir le stock de votre boutique, ou que vous soyez un non-professionnel. Je trouve qu'il est en général très important de faire la distinction entre ces trois catégories, mais vu qu'ici tout le monde profite des dispositions du Code de la consommation, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet. Donc, on vient de voir que tout le monde peut être protégé par les dispositions interdisant les pratiques commerciales trompeuses, mais il faut maintenant sauter dans le vif du sujet et qualifier ces pratiques commerciales trompeuses. Qu'est-ce que c'est que des pratiques commerciales trompeuses ? On distingue les pratiques commerciales trompeuses par action et les pratiques commerciales trompeuses par omission. On va commencer par les pratiques commerciales trompeuses par action. On distingue trois cas. Premièrement, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent.
Ici, le simple risque de confusion suffit. Donc on voit encore que c'est très large. Deuxièmement, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Le code prévoit toute une liste des éléments sur lesquels ça peut porter. Mais globalement, il faut retenir que ce sont des caractéristiques essentielles. L'article L121-2 du Code de la consommation vise par exemple le prix et le mode de calcul du prix. La capacité à tromper qu'a le message sur le destinataire est appréciée in abstracto par les juges. On est sur un délit instantané. Donc si vous achetez des chaussures sur la base d'allégations fausses ou de présentations fausses ou de nature à induire en erreur et que le lendemain, le professionnel rectifie l'annonce, le délit est quand même caractérisé puisqu'il l'est dès la diffusion du message. Même pas en fait besoin d'avoir acheté, mais c'est juste pour l'exemple. Troisièmement, une pratique commerciale est trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. C'est notamment l'hypothèse où on ne connaît pas la personne qui est derrière l'annonce. On ne sait pas quelle société va nous vendre le produit. Maintenant, on va passer aux pratiques commerciales trompeuses par omission. Donc, pour les pratiques commerciales trompeuses par omission, on a l'article L121-3 du Code de la consommation, alinéa 1, qui dispose qu'une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres aux moyens de communication utilisés et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Bon, on va décortiquer tout ça. Déjà, on évoque ici une pratique trompeuse qui omet ou dissimule une information essentielle pour le consentement. Ça veut dire que si une marque de voiture a 30 secondes de publicité à la télé et qu'elle n'indique jamais le prix, on peut tomber dans la pratique commerciale trompeuse. Le prix omis étant un élément déterminant du consentement quand on achète une voiture, cela va de soi. L'article évoque aussi l'hypothèse où le professionnel fournit une information qui est en fait incompréhensible ou qui arrive tellement à contretemps qu'elle est inexploitable pour la personne visée par la pratique commerciale. Dans l'exemple de notre pub à la télé, si en effet le prix est donné, mais par exemple par un mode de calcul, et que ce calcul est présenté de façon trop complexe, et qu'en plus dans la publicité, imaginons, les chiffres rebondissent dans tous les sens pour faire un effet de style pour la publicité, bref. On pourrait dire que l'information fournie est inintelligible, puisque compte tenu des 30 secondes de publicité, il y aurait pu très bien y avoir pendant 15 secondes un encart fixe avec des explications claires et précises tout à fait intelligibles. Mais également, elle visait l'hypothèse où la pratique commerciale ne se présente pas telle qu'elle est. Elle ne présente pas sa véritable intention commerciale. C'est une sorte de tromperie car on est par exemple face à une publicité, mais on ne le voit pas clairement. On a vu ce que sont les pratiques commerciales trompeuses par action et par omission. Et je pense que vous pouvez ainsi comprendre pourquoi en droit français, c'est interdit. On est sur le terrain des tromperies, on dissimule des choses, on obtient le consentement en mentant, en induisant en erreur, etc. C'est donc essentiel d'être protégé face à ça, et c'est notamment parce que ces pratiques ont des effets néfastes, à de nombreux égards. Par exemple, pour les professionnels, elles peuvent faire naître un effet anticoncurrentiel. C'est pourquoi au niveau européen, dans un objectif de sécurité juridique, une directive de 2005 a dressé une liste de 23 pratiques commerciales qui sont considérées comme trompeuses. On parle de liste noire des pratiques commerciales trompeuses. Cette liste a été reprise par le Code de la consommation, à l'exception d'une pratique qui était déjà sanctionnée par le droit français, du coup c'était inutile de la reprendre. Selon l'article L121-4 du Code de la consommation, qui dresse la liste, sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont par exemple pour objet, pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas. Dans la pratique, on regarde donc d'abord dans cette liste, surtout que la présomption est plutôt considérée comme étant irréfragable, ce qui veut dire que la pratique est considérée trompeuse et on ne peut pas apporter la preuve contraire. Et si la pratique ne figure pas sur la liste, on retombe sur toutes les dispositions du Code de la consommation qu'on vient de développer. Imaginons que malheureusement, ce que je viens de vous expliquer dans ce premier épisode vous parle totalement,
il y a une semaine, vous avez été victime d'une pratique commerciale trompeuse, vous avez par exemple été induit en erreur et vous vous demandez ce que le professionnel risque. Eh bien, on est sur un délit. Au titre des peines principales, le professionnel encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Il est prévu également que le montant de l'amende peut être porté à un montant maximum de 10% du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise trompeuse. Donc vous imaginez bien que l'amende peut fortement grimper. Il existe également des peines complémentaires, notamment des interdictions d'exercice d'un maximum de 5 années. Il existe aussi la possibilité que la peine soit diffusée. Voilà tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il a été instructif et qu'il vous a plu. Si cela a été le cas, abonnez-vous au podcast, n'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est en l'espèce tout attaché. J'ai plein d'idées pour de prochains épisodes, mais si vous avez envie de me soumettre d'autres idées ou que vous voulez tout simplement réagir à cet épisode, vous pouvez m'envoyer un mail ou même me contacter sur Instagram. Je vous retrouve prochainement, d'ici là, portez-vous bien. Salut!